Bonsoir. Monsieur Sébastien Maire, qui est le haut responsable à la résilience de Paris, auprès de la maire de la capitale, m'a sollicité pour vous présenter le contenu d'un rapport que j'ai rédigé cette année, à sa demande, concernant le rôle que pourrait jouer le patrimoine culturel parisien dans cette résilience post-crise ou post-catastrophe. En effet, la stratégie de résilience présentée à l'Hôtel de Ville en 2017 a fait l'impasse totale sur le patrimoine culturel qui, pourtant, est non seulement important en nombre et en qualité à Paris, mais encore contribue à son rayonnement, à son activité économique, ne serait-ce que par le tourisme de masse qu'il génère. Ce rapport était destiné à la municipalité et non au monde des musées. Aussi, allez-vous y trouver des éléments qui vous sont déjà familiers, mais que j'avais trouvé indispensable d'exposer aux édiles. Voilà. Alors, quelques questions se posent à propos des relations entre le patrimoine parisien, patrimoine culturel parisien, et le concept de résilience. Première question, comment conserver à Paris son attractivité culturelle et touristique au-delà des diverses crises qui la menacent? Comment intégrer le patrimoine culturel parisien dans la stratégie de résilience de Paris? Stratégie de résilience qui est déjà élaborée et qui avait fait l'impasse sur le patrimoine. Comment maintenant le réintégrer dans une révision? Comment faire du patrimoine culturel parisien un levier dans la reconstruction sociale et économique post-catastrophe? Pourquoi? Parce qu'il s'agit du cadre et de la qualité de vie des citadins. Enfin, en un mot, comment le patrimoine culturel peut-il aider les Parisiens à rebondir après une catastrophe? Rebondir, c'est le sens du mot résilience, resilio en latin, ou resalire en italien. Et donc, voilà poser la problématique. Cette stratégie de résilience de Paris, dont vous avez la couverture sous les yeux, qui date donc de 2017, définit la résilience urbaine comme la capacité des personnes, des institutions, des entreprises et des systèmes au sein d'une ville à survivre, à s'adapter, à se développer, quels que soient les types de stress chroniques et de crises aiguës qu'ils subissent. Voilà donc un champ extrêmement vague. Cette résilience élaborée pour Paris comporte à recenser un certain nombre d'enjeux. Il y en a 6. D'abord les inégalités sociales, le risque terroriste dont on a parlé, la pollution de l'air, le dérèglement climatique, la Seine et les risques liés au fleuve, la gouvernance territoriale. Mais comme vous voyez dans cette énumération, le patrimoine culturel, pourtant extrêmement important, et le tourisme de masse qui en découle, ont été oubliés. J'ai souligné sur cette diapositive les 3 domaines dans lesquels l'influence, le rôle du patrimoine culturel doit être considéré. D'autre part, il faut insister sur le rôle important des acteurs du patrimoine, c'est-à-dire les conservateurs et d'autres acteurs, car ils sont dans une position unique pour aider à la récupération de la communauté dans l'éventualité d'un désastre de grande ampleur. Donc voilà un rôle considérable. Pour ce qui concerne spécifiquement Paris, vous savez tous que le cœur historique de Paris est inscrit sur la liste de l'UNESCO depuis 1991. De plus, il ne faut pas oublier que ce classement qui concerne les berges de la Seine, de l'île Saint-Louis jusqu'à la Tour Eiffel, ces berges sont une véritable vallée des musées. On a là une concentration exceptionnelle à l'échelle mondiale, on peut le dire. Ce patrimoine culturel parisien est particulièrement riche et varié. En effet,
Rien qu'à Paris, 1800 immeubles sont classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques, dont 100 lieux de culte. Il existe 37 ponts sur la Seine, dont beaucoup de ponts historiques, 6 gares monumentales, 12 musées nationaux majeurs, je ne parle que des majeurs, 14 musées municipaux et 463 parcs et jardins, dont le Bois de Boulogne et de Vincennes. Je les cite là parce que leur rôle dans un des aspects dont je parlerai plus tard, qui est l'action du dérèglement climatique, le rôle de ces parcs et jardins est évidemment considérable. Alors que faire pour diminuer les effets de ces 4 risques sur le patrimoine culturel et ainsi mieux contribuer à la résilience de la capitale? Eh bien, il faut d'abord essayer d'agir sur la pollution atmosphérique. En effet, cette pollution concerne les façades en pierre, les façades en verre, les grandes façades vitrées. Exemple, la pyramide du Louvre, les vitraux, les statues et évidemment les musées. Deuxièmement, agir sur le changement climatique, deuxième grand risque, qui concerne les musées, les bibliothèques, les collections, les archives, les réserves et les jardins. Il faut agir sur les crues et les étiages de la Seine, car il faut bien avoir en tête que les crues sont un danger à Paris, mais le manque d'eau aussi. Il y a 2 étés, il a commencé à se poser un énorme problème de ravitaillement de la capitale en eau. Ça n'a pas été très diffusé, mais il y avait un problème très important. Et ces crues et ces étiages de la Seine agissent sur les fondations des bâtiments, sur les ponts bien sûr, sur leurs berges. Ensuite, il faut s'occuper des matériaux qui ont été inondés. Et enfin, bien évidemment, les musées sont concernés. Enfin, il faut agir sur le tourisme de masse et nous verrons comment plus loin. Alors d'abord, la pollution atmosphérique. À Paris, cette pollution n'est pas récente, mais elle a décru, elle continue de décroître. Vous avez un schéma qui vous montre l'évolution des concentrations de dioxyde de soufre, de particules de moins de 10 microns et de dioxyde d'azote dans l'air de Paris de 1500 à 2100. En effet, depuis 1500, on a des relevés ou au moins une documentation qui ont permis d'élaborer ces courbes. Et comme vous voyez, il y a eu une croissance régulière de la pollution de 1500 jusqu'au XXe siècle, où on a eu un grand pic, puis une décroissance à la fin du XXe siècle. Et cette décroissance continue. Ceci étant fondé sur les modèles d'évolution du climat et sur les modèles d'évolution des polluants dans l'atmosphère. Donc, pour l'avenir, les nouvelles sont plutôt bonnes. Cette pollution atmosphérique a des impacts directement sur les matériaux du patrimoine culturel à Paris. Par exemple, le noircissement des façades en calcaire quand elles sont abritées de la pluie, leur érosion quand elles sont exposées à la pluie, la salissure ou le flou, c'est-à-dire le flou d'un verre moderne abrité de la pluie, et enfin les profondeurs de lessivage du potassium et du calcium sur les vitraux anciens. Vous voyez que toutes ces courbes ont la même allure que la courbe d'évolution de la pollution atmosphérique. On pouvait s'y attendre. Mais tout de même, par exemple, si vous regardez l'érosion des façades en calcaire, vous voyez qu'une des hypothèses provenant d'un modèle montre qu'à la fin du XXIe siècle, il pourrait y avoir une augmentation de l'érosion des façades en calcaire, tout simplement parce que la concentration en gaz carbonique dans l'air et donc dans les pluies rendrait ces pluies plus acides, donc une érosion plus importante. Ça, c'est un détail. Alors, comment diminuer ces risques liés à la pollution atmosphérique à Paris ? D'abord, il faut réduire le trafic automobile et les combustibles fossiles pour le chauffage. Je pense que la municipalité s'y emploie ardemment, avec plus ou moins de popularité. Deuxièmement, il faut créer et élargir les zones piétonnes, en particulier autour des monuments. Je pense au Louvre, qui devrait être piétonnisé, en tout cas la cour du Carrousel.
il faut installer des stations automatiques de surveillance de l'environnement, contrôler l'atmosphère intérieure des musées, bibliothèques, etc. Et surtout proscrire l'utilisation des bougies pour l'éclairage des lieux de culte. Il y a un grand progrès de ce côté-là, mais enfin, il reste encore des bougies dans beaucoup d'églises. Enfin, il faut utiliser des verres auto-nettoyants pour les vitrages et les façades vitrées. Il faut installer des doubles verrières de protection des vitraux, comme à la Sainte-Chapelle, et entretenir les métaux et les bétons. Maintenant, le climat. Le climat de Paris évolue. Et malheureusement, il évolue mal. En effet, les modèles climatiques prévoient actuellement qu'en 2070, Paris aura le climat actuel de Bordeaux ou celui de Cordoue selon les modèles. Là, il y a une divergence entre les modèles britanniques et les modèles français de Météo France. Si bien que la température à Paris aura augmenté de 3 degrés en hiver, en 2070, et de 4 degrés en été. Il s'agit là de projections assez pessimistes et qui sont au-delà des projections qu'on a beaucoup diffusées ces derniers temps à propos du dernier rapport du GIEC qui demandait de limiter la progression de la température globale, alors le globe entier, toute la Terre, de les limiter à 1,5 degré. En tout cas, et ça c'était pour 2030, mais pour 2070, vous voyez, la situation est assez alarmante et ceci justifie que les politiques s'emparent du problème et la municipalité de Paris en particulier. Alors, l'effet du changement climatique n'est pas négligeable car à Paris, comme dans toutes les villes et toutes les grandes métropoles, il existe un îlot de chaleur urbain. Ça signifie que la température au cœur des villes est supérieure, bien supérieure, parfois de plusieurs degrés, à la température de la campagne environnante. Vous avez là une courbe de l'îlot de chaleur urbain à Paris en 2003, lors de la grande canicule. Vous voyez que entre le centre et Rueil-Malmaison ou Rosny-sous-Bois, il y a une différence de 3 à 4 degrés. Et il a pu y avoir jusqu'à 8 degrés avec la campagne. Là, on ne considère pas la campagne. Alors, comment réduire les effets du changement climatique sur Paris ? Il faut savoir que la végétation réduit l'îlot de chaleur urbain. C'est la raison pour laquelle la municipalité a introduit une vaste politique de nature en ville, qui est, à mon avis, plus ou moins heureuse, mais en tout cas qui se développe. Il faut introduire des espèces végétales résistantes à la chaleur et à la sécheresse, bien évidemment. Il faut mettre des plans de gestion des jardins. Il faut planter des fleurs et des arbustes sur les fenêtres et les balcons des immeubles haussmanniens qui forment la plus grande partie du cœur de la capitale. Mais il faut éviter la survégétalisation que j'appelle sauvage des grandes perspectives arborées. En particulier, cette idée de supprimer les grilles à la base des arbres pour y faire pousser une végétation sauvage a eu pour résultat, vous le constaterez, de transformer ces pieds des arbres en pataugeoires, en zones boueuses et en poubelles. Donc j'espère que la municipalité reviendra et remettra les grilles sur les arbres, qui était une belle invention d'Alphand au temps d'Haussmann. Pour ce qui concerne les musées, les bibliothèques et les réserves, que faire ? D'abord, réduire la consommation d'énergie. Le chauffage, l'air conditionné, le transport lointain des œuvres consomment de l'énergie. Il faut donc veiller à toutes ces opérations. Si possible, éclairées par des systèmes économiseurs d'énergie, les LED, aussi bien les œuvres que les salles en général. Il faut effectuer un bilan thermique des bâtiments
réaliser l'isolation thermique des murs et des toits et installer des capteurs d'alerte. On est là dans une politique générale de gestion des risques dans la suite de ce dont on a parlé tout à l'heure. Il faut protéger le bois, le papier, les textiles, les polymères, les films, l'art contemporain des variations de température et d'humidité, car ils y sont très sensibles. Vous savez tous qu'en particulier, les œuvres contemporaines posent d'énormes problèmes de conservation. Il faut les protéger des cycles de gel-dégel. En effet, la remontée de la température va décaler le point de congélation de l'eau et donc de décongélation. Et donc là, il va y avoir des problèmes avec ces cycles de gel-dégel qui sont très péjoratifs pour les œuvres. Et enfin, il faut aussi penser à la protection contre les infestations biologiques, car l'élévation de température due au changement climatique va favoriser les proliférations biologiques. En ce qui concerne les crues et les étiages de la Seine, il faut bien avoir en tête que la partie de Paris qui est inscrite sur la liste du patrimoine de l'UNESCO est exactement comprise dans l'ère d'inondation de 1910. Donc il y a là potentiellement un danger majeur. Alors, qu'en est-il au niveau des prédictions ? Les scénarios hydrologiques pour la Seine s'accordent tous sur, premièrement, un assèchement prononcé d'ici à la fin du XXIe siècle. On annonce une restriction d'eau due à la chute des précipitations. Donc une baisse des nappes et des débits en moyenne annuelle. On va manquer d'eau. Les crues extrêmes ne changeraient pas significativement. Ça ne veut pas dire qu'elles disparaîtront. Et en particulier la crue centenale resterait du même ordre de grandeur. Donc, toutes ces nouvelles sont plus ou moins rassurantes. La baisse des niveaux est inquiétante pour l'alimentation en eau de la capitale. Quant aux crues, qu'elles soient extrêmes ou centenales, c'est-à-dire assez rares finalement, on voit que le danger ne sera pas plus grand que ce qu'il est actuellement. Il est déjà assez grand. Alors, que faire pour diminuer ces risques liés aux crues et aux étiages de la Seine ? D'abord, première chose, il faut inventorier et cartographier les sites menacés, bien sûr. Il faut produire des plans d'urgence en cas d'inondation. Il faut identifier des sites refuges. Il faut prévoir des sites de séchage et de restauration. Il faut surveiller les ponts historiques, car ils sont menacés en cas de crue, non seulement par l'eau elle-même, mais aussi par tous les objets qui sont charriés par les flots à vitesse accélérée. Il faut surveiller les berges, bien sûr, les quais. Il faut installer et vérifier les valves anti-retour sur tous les circuits d'évacuation des eaux, en particulier dans les sous-sols profonds. Ceci est fondamental. Il faut absolument que les valves anti-retour soient vérifiées et fonctionnent. Il faut surélever les prises de courant, les appareils électriques, les compteurs. Il faut les mettre hors d'eau. Il faut proscrire de nouvelles constructions culturelles non adaptées en zone inondable. Un très bon exemple qui est représenté là, c'est le musée du quai Branly, que Jean Nouvel a construit sur pilotis, en bordure de la Seine. Et enfin, il faut prévoir le manque d'eau dans les périodes d'étiage. Mais là, la problématique est assez complexe parce que les réservoirs en amont de la Seine, les grands réservoirs, on hésite à les emplir l'hiver, mais on est souvent obligé en cas de crue
puis on va les vider en cas de sécheresse, et du coup, la problématique se mord un petit peu la queue parce qu'on stocke de l'eau quand on peut, mais quand on va en avoir besoin, on n'en a plus. Enfin, en ce qui concerne le tourisme de masse à Paris, il faut savoir qu'en 2017, décidément, il y a eu 87 millions de touristes en France, qui est considérable, c'est bien plus que la population française. Rien qu'en Île-de-France, c'était 33,8 millions. Au Louvre, 8 millions 100 visiteurs. Donc là, on a un problème considérable. Il est très étonnant que ça ait échappé à la municipalité. Quels sont les facteurs de ce tourisme de masse ? D'abord, le développement des vols charters, le développement des autoroutes qui facilitent la circulation, l'augmentation du nombre de véhicules, l'activité grandissante des agences de tourisme qui vendent des voyages sans arrêt, l'hôtellerie qui se fait de plus en plus accueillante et de moins en moins chère, les clubs de vacances, les villages de vacances, les voyages à forfait, tout compris, le système de Airbnb. Tout ceci fait que les touristes sont attirés par notre ville et du coup, il y a une surpopulation touristique. Avec les effets assez délétères qui sont des concentrations de foule, l'accumulation de déchets, une consommation accrue d'énergie, une consommation accrue d'eau, la circulation de bus et de bateaux, c'est pas rien les bateaux sur la Seine qui émettent des gaz à effet de serre, et enfin évidemment un danger considérable pour les œuvres. Quels sont les remèdes possibles au tourisme de masse ? Vous avez sans doute des idées, mais en général, on évoque l'installation de quotas sur les sites, quotas du nombre de visiteurs, et l'augmentation du prix d'entrée, avec là tout de même un coût à la démocratisation. Pour le futur, on prévoit quand même une saturation ou une baisse du tourisme de masse par rejet des populations locales. Il y a déjà beaucoup d'endroits dans le monde où il y a une levée de boucliers contre les touristes, Barcelone, Dubrovnik, où là vraiment les populations locales en ont par-dessus la tête. Et surtout, une des solutions serait le tourisme virtuel, mais je suis assez réservé là-dessus. La copie ne vaut pas l'original. Alors en conclusion pour Paris, je pense que le patrimoine culturel pourrait participer de façon significative à la résilience de la capitale, c'est-à-dire que le patrimoine culturel serait un excellent levier pour remonter le moral des populations, disons, redonner un beau cadre de vie aux Parisiens, mais à la condition que la pollution de l'air continue encore de baisser, que les crues de la Seine restent stables, que le tourisme de masse reste stable ou régresse. Malheureusement, un énorme problème reste, c'est le réchauffement climatique qui continue d'augmenter. Je vous remercie. Merci Monsieur Lefebvre pour cette belle présentation, ce bel exemple parisien.